pour tout l'amour du monde. Aujourd'hui, c'est une émission assez particulière que je vous propose. C'est une conversation, moi, avec une amie Sylvie Lapointe, que vous connaissez sûrement parce elle passe souvent sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ensemble, on a décidé, en se parlant, en se consultant, de vous présenter certains des chapitres du livre Le Prophète. Le Prophète qui est écrit par Khalil Gibran, que je cite souvent. Vous le voyez souvent sous ce format-ci. Vous le voyez souvent sous ce format-ci aussi. Khalil Gibran est un poète, artiste peintre, né au Liban en 1883. Il est mort aux États-Unis en 1923. Il a vécu très peu de temps, mais il a eu une grande influence. Il a écrit une multitude de livres. Son livre, Le Prophète, est sûrement son plus connu. Il a été traduit dans une quarantaine de langues. Certains disent qu'il est le livre le plus vendu après la Bible, mais il est certainement devenu une Bible pour de nombreuses personnes à travers la planète. Une Bible parce que c'est une sorte de petits chapitres sur des expériences humaines et qui nous permettent de voir comment on peut... C'est un hymne à l'être humain, un hymne à l'épanouissement. Moi, Oui, tout à fait. C'est tellement inspirant parce qu'on se reconnaît dans chacun des chapitres. Oui. Et comme tu as dit, c'est des petits chapitres. Il y a le tour à travers sa poésie, hein, parce que sa façon de s'exprimer, c'est poétique, de nous faire comprendre des choses qui sont très profondes, très profondes. Par exemple, dans les chapitres, on a... si les gens ne l'ont pas, vous pouvez aller n'importe quel. Je pense que tous les magasins de livres usagés en ont des copies. Vous pouvez l'avoir des fois chez Chapters à des prix ridicules parce qu'il y en a tellement de différentes versions aussi. Il y a l'amour, le mariage, les enfants, le travail, la joie, la tristesse, maison, vêtements, crime et châtiment, liberté, douleur, connaissance de soi, ainsi de suite. Il y a, je pense, c'est 23 chapitres en tout. Et nous avons choisi, pour commencer, de parler du travail. Du travail. Oui, parce que justement, et tout tourne autour de ça. Pour lui, le travail, c'est la façon qu'il en parle, c'est que c'est notre mission de vie, c'est notre raison d'être. Et le problème ou la souffrance vient du fait que, justement, quand on n'est pas aligné avec qui on est et que notre travail, c'est juste une façon de gagner de l'argent. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Mais dans le monde dans lequel on vit, le travail est reconnu comme étant quelque chose de pénible. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui est content le lundi matin. La plupart des gens ont horreur du dimanche soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le lendemain matin, il faut aller travailler. Oui, et malheureusement, je pense que c'est parce qu'on a cette perception-là que le travail, c'est pénible, que c'est souffrant, que c'est vraiment une façon de se rendre à d'autres choses, entre autres de payer son hypothèque, de subvenir aux besoins de la famille, d'augmenter son statut, etc., de paraître et de faire plutôt que d'être. Et dans le fond, c'est la distinction qu'il fait, Khalil. Oui, et il l'a fait très bien. Si on passait au travers de son texte, bien, sans lire tout le texte, parce que je vous invite à la maison d'aller prendre le livre Le Prophète, vous pouvez même aller sur Google, Le Prophète en PDF, vous pouvez l'avoir, il est gratuit en ondes. Donc, son texte sur le travail, la première chose qu'il nous dit, c'est que le travail... On dit, vous travaillez pour marcher d'un même pas avec la terre et l'âme de la terre. Donc, le travail, c'est essentiel. Parce que c'est la concrétisation, comme tu disais tantôt, de notre raison, la raison pour laquelle on est venu au monde. Idéalement. Idéalement. C'est pas le cas dans notre société, mais c'est l'objectif. Quand on pense à d'autres auteurs, ce thème-là revient, puis on va en discuter d'ailleurs, comment le travail est vraiment une réalisation de qui on est plutôt que d'une façon de faire pour se rendre à d'autres choses. Mais c'est pas facile de savoir qui on est puis comment on peut choisir notre travail. Souvent, les jeunes choisissent le travail, leur programme collégial ou universitaire en fonction du poste qu'ils pensent qu'il va payer le plus. Oui, dans le fond, il y a une espèce de débat interne, hein? Puis j'en parlais justement ce matin entre nous. Notre travail, est-ce que c'est une combinaison de ce qu'on pense qu'on est capable de faire? Ça, c'est une chose. Est-ce que je suis capable d'être comptable? Est-ce que je suis capable d'être enseignant? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on pense qu'il y a une attente par rapport à nous-mêmes ou d'autres ont une attente? Ou est-ce que c'est quelque
chose qu'on veut vraiment. Et c'est la distinction qu'il fait. Malheureusement, puis je parlais du temps de ma grand-mère, dans les bonnes familles catholiques, canadiennes, françaises, si tu avais plusieurs enfants, ton espoir, c'était qu'il y en ait un qui devenait prêtre ou sœur, un qui devenait peut-être avocat, un qui devenait médecin ou enseignant possiblement. Mais il y avait des attentes. Il y avait des attentes qui étaient très claires de la part des parents. Et si tu avais bien réussi, tu étais une de ces professions-là. Oui. Oui, donc il y a dans la société dans laquelle on vit, c'est sûr qu'il y a des valeurs qui sont rattachées à certaines professions et à un certain niveau de vie aussi, qui n'a rien à voir avec le bonheur. Tout à fait. Tous les psychologues, tous les sociologues, tous les ethnologues s'entendent pour dire que ce qui fait le bonheur, c'est quand on suit notre passion. Mais c'est savoir comment suivre notre passion, on va en parler tantôt. Mais si on continue avec le livre, avec le travail du prophète, il dit que comme le travail, c'est notre vraie nature, c'est-à-dire la vie en nous qui s'extériorise, le travail, c'est l'amour de la vie. Est-ce que pour toi, le travail, c'est l'amour de la vie, Sylvie? Ça l'a pas toujours été, mais je pense que j'ai réussi à encadrer ma vie pour que vraiment ma passion soit par définition mon travail. Et je me trouve très chanceuse. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne à mes enfants. Puis quand je fais des présentations à des jeunes dans les écoles secondaires, ils me disent, mais c'est quoi le truc? Parce que, tu sais, malheureusement, encore là, on fait l'erreur de dire, bon, OK, si tu regardes dans les années 2020, ce qui va être vraiment un travail qui va être profitable, ça va être la technologie ou ça va être, bon, la programmation ordi. Et donc, on encourage les jeunes à s'orienter par rapport à ce qui va être payant. Essentiellement, mais pas ce qui va vraiment animer puis nourrir leur cœur. Oui, en effet. En effet. Puis qu'est-ce qui nourrit notre cœur? Tu sais, moi, je fais des présentations souvent à des jeunes et puis à des groupes. Et justement, comme toi, je leur dis, c'est la passion, parce que c'est pas moi qui le dis. On le sait, nous, parce que moi, c'est impossible. Impossible pour moi de rester dans un travail où il n'y a pas de lien entre mon intérieur et l'extérieur, entre ce que je suis et ce que je fais. Et je le ressens, c'est viscéral, c'est physique. Je peux pas. Puis toi, t'es pareil, je pense. Mais je suis tout à fait pareil. Tu as laissé des postes qui payaient beaucoup. J'ai démissionné de mon gouvernement, de mon emploi au gouvernement fédéral parce que, justement, mes valeurs, mes ambitions, mes intérêts, mes passions n'étaient pas en ligne avec le travail que j'avais à faire. Et mon corps me parlait aussi. Hein. Souvent, on a des messages de notre corps. J'avais souvent des maladies chroniques comme des bronchites, des pneumonies. Je n'étais pas bien émotivement, mais aussi physiquement. Oui. Et parce que plus j'ignorais le message, plus, justement, les maladies chroniques étaient assez importantes pour que je m'arrête puis que je me dise, mon Dieu, je suis vraiment pas bien. Hein? Comment tu l'as trouvé, ta passion? Comment tu la décrirais, toi, ta passion? Ta passion, Marie Curie disait que la passion, c'est ce qu'on doit faire. Peu importe, envers et contre tous, on veut faire ça. On va le faire. On veut le faire. Puis les autres disent, ben pourquoi, tu sais, ou ça paye pas, ou pourquoi tu veux faire ça? C'est quelque chose, c'est plus fort que nous. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, des questions que je pose à des clients, c'est dans le style, quand tu étais jeune, puis quand on te demandait qui tu vas être quand tu vas être plus grand, ça, c'est un élément de réponse vraiment important à considérer. Parce que je disais toujours, moi, je vais être enseignante. Puis c'est drôle, je me suis trouvé un travail où j'enseigne, où j'ai une interaction avec des gens qui veulent apprendre. Et d'ailleurs, quand tu enseignes, tu apprends. Mais ça, c'était une thématique dans ma vie. C'était mon jeu préféré aussi. Je m'amusais à être professeur. Parce que t'aimes partager. Tout à fait. T'aimes parler. Bien, j'aime apprendre et partager. Oui. T'aimes être en contact avec les personnes, parce que quand on enseigne, on apprend aussi, c'est sûr. C'est sûr, tout le temps. L'autre chose... avant d'aller dans les raisons qu'on se donne, comment on fait pour trouver notre passion, puis les raisons qu'on se donne pour ne pas exercer notre passion, Khalil Gibran dit, puis je trouve cette partie-là très, très belle, quand il dit, on vous a raconté aussi que la vie est ténèbres et épuisée, vous faites écho à ce que disent les épuisés. Alors, le troupeau, hein, les moutons qui suivent le mouton, on est comme un troupeau. Tout le monde dit qu'il est fatigué, tout le monde dit que le travail est pénible. Donc, le travail, on pense qu'il faut que ce soit pénible. Oui, tout à fait. Et il dit, et je dis que la vie est ténèbre sans un désir ardent. Alors, s'il n'y a pas ce désir, et puis qu'on fait quelque chose à l'extérieur du désir, bien, c'est sûr que ça va être ténébreux. Et tout désir ardent est aveugle s'il n'y a pas de connaissance. Et il parle de la connaissance de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et toute connaissance est vaine s'il n'y a pas de travail. Si toi, tu sais ce que tu veux faire, mais tu ne peux pas l'exercer,
tu deviens frustré. Et tout travail est vide s'il n'y a pas d'amour. Et sa plus belle phrase, à mon avis, c'est lorsque vous travaillez avec amour, vous liez vous-même à vous-même et aux uns et aux autres, parce que le travail est l'amour rendu visible. Oui, et d'ailleurs, je l'avais noté, cette C'est phrase-là. tellement beau. Ben, l'amour de la vie, l'amour de qui tu es, l'amour de ta raison d'être, pourquoi tu es là. Et quand on arrive à justement agencer la vie extérieure avec son intérieur, c'est à ce moment-là qu'on expérimente la joie, et ça va être d'ailleurs Oui. une autre Oui, thématique oui. d'une émission. Mais Oui. c'est ça, c'est comment on concrétise le pourquoi, le pourquoi de notre être, Oui, essentiellement. c'est exactement ça. Et c'est notre cadeau à l'humanité. Puis chacun de nous a un cadeau. C'est le cadeau que je fais au monde. Quand j'exerce ma passion, je fais un cadeau à moi-même parce que je m'épanouis comme le chêne s'épanouit. Moi, je m'épanouis et je peux donner à l'humanité de qui je suis. Oui, j'aime ça. J'aime ton mot, le cadeau. Puis je me dis, dans le fond, on a tendance à minimiser le rôle ou l'impact qu'on peut avoir. Mais le cadeau d'une enseignante qui a vraiment choisi l'enseignement par vocation. On s'en souvient de ces profs-là qui avaient une joie d'enseigner. Puis on se souvient aussi des profs qui le faisaient par travail ou par responsabilité ou parce que c'était un rôle. La même chose, il y a un jeune homme qui emballe les épiceries dans mon voisinage, puis il a toujours un sourire, puis il nous dit bonjour. Puis oui, dans le fond, c'est un cadeau aussi qui nous fait... Oui. On se dirait, bien vraiment, c'est inconséquentiel d'emballer les épiceries. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça fait une différence dans la vie? Oui, quand tu fais un sourire et que tu t'intéresses vraiment aux gens. Donc oui, peu importe... Quand on est vraiment centré sur qui on est puis qu'on fait ce travail-là avec amour, oui, c'est un cadeau. Puis quand on croit que la vie, c'est plus que ce qu'on voit et qu'on touche, c'est plus que le concret, qu'on vit dans une atmosphère où on est tous reliés les uns aux autres, ben on peut comprendre que si on fait les choses sans amour, comme il dit, puis on va aller à la pause tout de suite après, Khalil Gibran dit, sans amour, le travail empoisonne l'humanité. Il va jusqu'à là, oui, il en parle. Puis tu sais, ma mère me disait toujours, je me souviens, j'allais souvent souper chez une amie. Puis elle avait les mêmes recettes que ma mère, mais c'était pas vraiment bon, pourtant elle faisait la même recette. Ma mère disait toujours, c'est parce que il y a de l'amertume quand elle fait à manger. Et c'était vrai. C'était une femme qui était remplie d'amertume. L'amour est un ingrédient qu'on met dans les choses. On le ressent. On le ressent à travers les ondes quand quelqu'un fait quelque chose avec amour, avec joie. On va aller à la pause. On revient. On continue.
suis en compagnie de Sylvie Lapointe et on parle du thème du travail, de ce concept du travail dans notre vie qui, comme Khalil Gibran nous le présente dans son livre le prophète que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, c'est un tout petit livre. Les chapitres sont à peine une page et demie, peut-être 2 pages chacun, dans un petit livre comme de livre de poche. Et tous les thèmes y sont à peu près. Hein. Mais ça se lit vite, mais ça se lit lentement aussi, parce que c'est tellement profond oui. ce qu'il a à dire Tu veux pas qu'il faut que tu le laisses atterrir un peu. Ouais, oui, tu as raison. Tu veux pas le lire trop vite. Oui, c'est vrai. Puis tu veux le garder comme un livre de chevet. Oui. Quelque chose que tu ouvres de temps en temps. J'ai beaucoup aimé aussi le chapitre sur les enfants. Peut-être qu'on va en parler plus tard une autre fois. Mais oui, il y a beaucoup de sagesse. Quand tu dis les enfants vous appartiennent. C'est pas. ça. C'est tout y est. Mm-hmm. Si on continue à parler du travail, parce que le travail, c'est quelque chose qui moule la vie des gens. Les enfants ont hâte d'aller travailler. On prépare, à l'école, on prépare les enfants au travail, ce qui m'horripile parfois, parce que je pense pas que ça devrait être le rôle d'école de préparer les enfants à aller travailler, mais les préparer à être des êtres complets. Mm-hmm. Mais on va travailler et souvent on se plaint, on dit c'est dur, j'ai hâte à ma retraite, j'ai hâte à mes vacances, j'ai hâte que 5 heures arrive, j'ai hâte à vendredi. Et le travail n'est pas un endroit où on peut exprimer qui on est dans le monde. Non. Comment on fait pour trouver... Comment tu as fait, toi, pour trouver ta passion? Ta passion, c'est-à-dire qui tu es. Je pense qu'elle était toujours là, mais c'était justement de vivre de façon plus consciente. C'est-à-dire de dire, OK, quand je fais X, mon énergie descend. Quand je fais Y, mon énergie remonte. Et donc, logiquement, si je regarde la part de la tarte que je donne aux choses qui m'enlèvent de l'énergie, comparativement aux choses qui me donnent de l'énergie, comment est-ce que je peux réorienter mes choix, mes décisions de tous les jours? Parce que quand on parle de travail, quand tu regardes ta part de tarte dans une semaine, c'est facilement, 60, 70 de ton temps. Et donc, si ton travail est quelque chose qui est juste misérable et souffrant, ça veut dire que, en général, ta vie est souffrante. Ta vie, c'est ça. Puis si on ajoute à ça les autres rôles qu'on adopte, comme être parent, puis de jouer au taxi, puis de faire le ménage, de faire les épiceries, mais où est la joie là-dedans? Où est le bien-être dans ça? Donc, si ton travail est déjà 60-70 de ta part de tarte, puis que c'est pas quelque chose qui te donne de l'énergie, il y a vraiment parce que quand on fait quelque chose qui correspond à notre être profond, ça nous donne de l'énergie. Ça ne gruge pas notre énergie. C'est sûr qu'il y a des fois où on a besoin de se reposer. Il faut aller Il y a des fois, même si on exerce un travail qui est passionnant pour nous, qui est vraiment... Il y a des fois où on a besoin d'un recul, où on a besoin de dire, OK, là, la vague, elle est au bas, il faut se reposer, il faut laisser aller quelque chose pour qu'elle puisse remonter. Mais la passion est essentielle pour le travail et pour l'épanouissement. D'ailleurs, quand tu aimes ton travail, ça passe beaucoup plus vite, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, quand je donne des ateliers, je suis vraiment très présente aux besoins des gens. Non seulement j'ai enseigné certaines choses, mais je me préoccupe de la dynamique, je me préoccupe des individus qui parlent, qui ne parlent pas. Et donc, à la fin de la journée, quoique je suis très satisfaite, je suis aussi fatiguée. Et donc, aussi d'observer ça, dans le sens que si je me donne pas la permission de justement prendre un recul, puis de faire des choses qui sont peut-être plus introspectives, qui me ressemblent plus d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un qui est plus introverti. Je passe ma vie devant les groupes, c'est parce que c'est une passion, mais c'est pas nécessairement comme ça que je fais mon plein d'énergie. Non. Alors, comment je fais justement l'équilibre? Mais c'est l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est une chose chez Khalil Gibran où on peut reconnaître l'équilibre entre le féminin et le masculin. Le féminin étant mon intériorité, où je suis, où je peux couver qui je suis, où je retrouve ma passion, et le masculin étant moi dans le monde. Oui, l'expression, l'action, le faire. Oui, et donc, peut-être même aller jusqu'au point de dire que le féminin, c'est la partie être et le masculin, c'est la partie faire. C'est ça, puis un va pas sans l'autre. L'être humain doit faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi que l'erreur... Qu'est-ce qu'il injecte dans ce qu'il L'erreur, fait? c'est que je pense que des gens sont justement en train de se définir par l'extérieur. Absolument. Sans passer par l'intérieur. Absolument. On se définit par l'extérieur. Et quand on a trouvé notre passion, c'est-à-dire cette chose
qui nous intéresse tellement, là, qu'on ne peut pas la laisser de côté, que quand on fait ça, là, le temps... Le temps passe, oui. Le temps passe. Là, on se rend même pas compte qu'on oublie de manger, on oublie de regarder l'heure, on oublie d'aller à la chambre de bain, on oublie tout. On fait ça, puis on est dans le moment présent. C'est ce qui nous amène dans le moment présent. Les excuses qu'on se donne, puis je vais en donner 5, les excuses qu'on se donne souvent. On dit, premièrement, si on suit sa passion, c'est parce qu'on était chanceux, il y a quelqu'un qui nous a découvert en quelque part. Ah, alors, donc, on est dans l'attente plutôt que, Ouais. dans la prise en charge, essentiellement. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est venu m'offrir une job, une promotion ou quelque chose. On ne se rend pas compte qu'il y a une grande part de responsabilisation pour faire arriver ces choses-là. Donc, je suis malheureux, mais c'est parce que personne n'est venu me sauver. C'est ça. Ah, OK. Deuxième C'est dans le chose, passif, hein? Deuxième chose, les personnes qui suivent leur passion sont spéciales parce que c'est des génies. Ah. Puis comme de raison, tu sais, quand j'étais en 2e année, l'enseignante, elle m'a bien fait comprendre, « Hey, t'es pas un génie, hein? » Donc, depuis ce temps-là, je sais que je suis pas un génie, donc je peux pas suivre ma passion. Il y a que les génies qui suivent leur passion. Ou bien les Mères Teresa et les Gandhi du monde. Oui, OK. c'est ça. Puis la passion, ça ne veut pas dire quelque chose hors de l'ordinaire. Ça peut être quelque chose de très, comme tu disais tantôt, ça peut être avec les gens pour rendre service. Oui, ça peut être jardiner ou cuisiner avec amour. Oui, oui. Oui. Absolument. La troisième excuse, c'est moi, je veux pas être un weirdo. Parce que souvent, là, les gens qui suivent leur passion, qui refusent des postes, qui payent beaucoup d'argent pour être capables de faire quelque chose qu'ils aiment, sont conçus comme étant des obsessifs, des bizarres. Ah ben Tu sais, ça, je me suis fait appeler bizarre et folle même parce que j'ai laissé tomber un poste d'exécutif très payant avec beaucoup de bénéfices parce que justement, j'étais pas heureuse. Ils m'ont dit, mais t'es-tu folle? Tu vas Ben perdre moi, ta c'était pension. ouais, Mais j'ai dit, ouais. non, mais c'est le contraire. C'est vous qui êtes fou pour faire à tous les jours quelque chose qui vous enlève du plaisir, qui vous enlève de la joie. Pour moi, ça, c'est la définition d'être fou. Oui, ben c'est ça. Puis ça cause des névroses. Ça cause des névroses collectives et des névroses personnelles. Moi, j'ai un télex qui sort Ben toujours oui. de mon oreille. Excusez-moi, c'est bien fatigant. Oui, puis, tu sais, les personnes qui suivent leur passion, souvent doivent laisser des choses de côté. Oui. Par exemple, un jeune qui veut qui suit un cours d'art visuel, qui va chercher son bac en art visuel, il ne trouve pas de travail dans son domaine. Donc, il va prendre un travail à côté comme, je sais pas, moi, comme jardinier ou pour aider sur la construction ou quelque chose. Ça ne l'empêche pas de poursuivre avec amour et intérêt sa passion pour les arts visuels. Mais tu l'espères, mais ce qui arrive, puis les clients que je vois aussi dans ma pratique, ce qui arrive, c'est que justement, ils ont trouvé une job qui était payante, qui leur donnait des bénéfices. Ils sont habitués à ce style de vie-là. Et de dire non à ce style de vie-là, c'est beaucoup plus difficile pour eux que de dire oui à leur passion. Donc, il faut vraiment aller à l'encontre du statu quo. Oui. Il faut décider que cette croyance-là, que c'est l'argent qui fait le bonheur, moi, je la mets de côté, je n'y crois pas, c'est l'affaire des autres, je vais vivre dans cette société un pied là, mais un pied en dehors, parce que pour moi, c'est pas l'argent qui va faire le bonheur. Ça va être de pouvoir vivre ma passion. Et bien, c'est sûr que si j'ai un travail sur la construction, puis là, que je commence à m'endetter avec une maison, puis une auto, puis je promets des voyages, puis des choses, des cartes de crédit, mais je ne pourrai plus retourner à ma passion. Mais si je fais ça pour alimenter ma passion, peut-être que je peux un jour trouver un travail dans ma passion. Donc, de garder cette partie-là de ta vie où tu continues à la nourrir et à l'agrandir. Pour moi, ça a toujours été l'art, ça a toujours été l'enseignement, c'est aussi la lecture puis l'apprentissage. Mais il y a des moments dans ta vie aussi où est-ce qu'il y a tellement d'activités extérieures que les sacrifices que de toute façon, que moi, j'ai fait, c'était justement le théâtre et l'art. Et c'est là où je me sentais malheureuse. Puis, dans le fond, je me suis dit, mais c'est moi qui fais ces choix-là. Et donc, j'ai besoin de refaire les choix qui vont me faire du bien. Absolument, parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et la prochaine excuse, c'est que les parents ont dit à nos enfants, pour réussir dans la vie, dans ta carrière ou dans ton travail, il faut que tu travailles très, 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 très fort. Mais on travaille, on ne manquera pas de chance de travailler très, très fort. Tout le monde veut qu'on travaille très, très fort. Mais est-ce qu'on travaille très, très fort dans le cadre de notre passion? Est-ce que ça nous donne de la joie? Puis à ce moment-là, ça paraît pas si difficile que ça. Exactement. Donc oui, je travaille fort dans mon entreprise, mais en même temps, puisque j'aime ce que je fais, le temps passe, puis j'ai beaucoup de validation
De ma part, mais de aussi de la toi-même. part des gens Oui. aussi avec qui je travaille. Oui. Et la dernière excuse, c'est la pire, à mon avis, c'est ben, je ne peux pas suivre ma passion parce que j'ai des responsabilités, entre autres des responsabilités financières. Il faut que je paye pour ma maison, mais je suis un père de famille. Puis il faut que je m'occupe de mes enfants. Je ne peux pas mettre trop de temps. Je ne peux pas être. Oui. Il nous reste 2 minutes pour la fin de l'émission. Dis-nous, ça, c'est la pire des excuses. Parce que le pauvre enfant, imagine-toi, qu'il va se faire dire un jour ben, tu sais, j'avais un rêve un jour, mais j'ai dû l'abandonner parce que tu es venu au monde. Aïe, aïe, hein? Aïe, aïe! Ça veut dire que mon enfant non plus ne va pas suivre son rêve parce qu'il va être un père de famille un jour. Oui. Moi, un livre qui m'a beaucoup inspiré pour des mots de la fin, c'est L'alchimiste de Paulo Paulo Coelho. Ah, c'est tellement un beau livre. Et puis, entre autres, il dit, dis à ton cœur que la peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même. Puis quand on devient meilleur et qu'on s'exerce à devenir meilleur, tout autour de soi devient meilleur. Et donc, peut-être que c'est par là qu'on pense au service des autres, c'est être au service de soi. Absolument. Et ça va faire un beau lien avec notre prochaine émission. La semaine prochaine, soyez avec nous. On va poursuivre je poursuis avec Sylvie et on va parler cette fois-ci de la joie. La joie et la tristesse. Souvent dans les livres, on voit la joie et le chagrin, la joie et la peine. Le livre Le Prophète que je recommande, puis je pense que tu te joins à moi pour le recommander. Tout à fait, tout à fait. Toi, tu t'es servi de la partie sur l'amour pour ton Oui, mariage. c'était mes vœux de mariage. Je me suis inspirée de Khalil Gibran pour mes vœux de mariage. Moi, Khalil Gibran, tout le monde rit de moi parce que je parle toujours de Khalil Gibran. Mais il nous amène à d'autres aussi. Je suis pas toujours... Je trouve que des fois, ses pensées sont pas complètes, mais elles sont jamais fausses. Merci, Sylvie. Merci, Ginette. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci.